Très chers malfaiteurs et dangereux extrémistes, vous allez comprendre tout de suite pourquoi je commence comme ça. Je voulais d'abord juste rendre hommage vous savez, faire une médaille d'or aux Jeux Olympiques, être président de la Confédération, voire des États-Unis, tout ça n'est rien. Rien. Mais être l'ami de Xavier Mestre, ça dépasse tout. Non, tu me fais un grand honneur parce que quand je vois ta sélectivité, putain, j'ai survécu à ça. C'est la sélection la plus sévère qui soit au monde. Merci du fond du cœur pour cela. J'ai des fois un peu la cicatrice qui me fait mal. Alors des fois, je vais devoir me réfréner un peu parce que. Mais le cœur, par contre, ça va. Donc parce que. Oui, donc j'étais rentré à la maison. Après une opération, le quintuple pontage du cœur, il n'y a pas longtemps, donc il y a 2 semaines. Et voilà Tipa qu'un quelconque journaleux me téléphone et me dit, mais attendez, vous allez participer... Alors après, il a fait un article. Il m'a interviewé pendant 3/4 d'heure, tout ça. La discussion avait l'air assez sympathique. Alors ce qu'il en a fait dans le journal, après, c'était un peu moins... Oskar Freisinger und die Rechtsextremen, tut es wieder. Moi, j'ai pas besoin de traduire. Mais... Alors après, tu te dis, bah, c'est intéressant, on va ouvrir. Mais voilà. Ah, bah le voilà. Alors, vous voyez, la photo est bien choisie. C'est la main gauche que je lève, mais ça ne se voit pas tellement. Quand on a lu le truc devant, on se dit que ça doit être la droite. Hein. Bref. Et puis alors après, je vais vous traduire ce qu'il en a fait. C'est assez intéressant parce qu'on parlait de liberté d'expression, on parlait de démocratie et tout ça. Et je vais vous montrer comment fonctionne ce système pernicieux par lequel on arrive dans une démocratie à faire en sorte qu'elle ne mérite plus du tout son nom. D'abord, donc, la liberté d'expression garantie par la Constitution qui est bafouée par l'usage. Alors l'article, je vous fais, j'ai traduit ce qui était écrit là en allemand. Dimanche, l'association d'extrême droite Résistance Helvétique, bon, je ne sais pas si vous êtes d'extrême droite, et puis en plus, j'ai parlé pendant 3/4 d'heure avec le type sans savoir qui était Résistance Helvétique. Parce que honnêtement, moi j'avais un monsieur André qui m'avait envoyé un mail, et puis c'est tout ce que je savais. Bon, bah, j'ai juste demandé aux journalistes, attendez, est-ce qu'ils sont interdits par la loi? Est-ce qu'ils sont illégaux? Parce que là, j'aurais eu un problème quand même. Non, non. Alors c'est légal, je peux y aller, donc je n'ai pas la police qui va m'arrêter. Bon, dans ce cas-là, ça changeait déjà les choses. J'avais déjà l'intention de me dire, vu que ma santé n'est pas la meilleure, je ne sais pas si je vais y aller, parce que quand même... Mais moi, quand on m'emmerde, alors même avec une jambe en moins, je vais quand même. Dimanche, l'association d'extrême droite Résistance Helvétique a annoncé sur X une manifestation intitulée « La Suisse trahie par les siens ». Parmi les orateurs, l'ancien conseiller d'État Oskar Freisinger, Résistance Helvétique a été fondée il y a 10 ans en Valais, entre autres, d'anciens membres du parti nationaliste et d'extrême droite Partei National Orientierter Schweizer PNOS, je ne sais pas si c'est vrai. Résistance Helvétique est surtout active dans les cantons du Valais, de Vaud et de Genève. Selon ses propres déclarations, l'association se consacre au nationalisme et au patriotisme et à la préservation de l'existence de la Suisse. Bah ouais, on a assez de gens qui essaient de préserver le climat et les petits oiseaux, alors pourquoi pas préserver la Suisse? Moi, ça me semble assez sympathique. Un coup d'œil sur les idées et le programme de RH est éloquent. C'est aussi ressources humaines, RH. L'association rejette les partis politiques. On peut des fois la comprendre. Veut accorder plus de droits aux Suisses par rapport aux étrangers. Bon, ça, il faut encore voir ce que ça veut dire dans le détail. Se prononce en faveur de la remigration. Bah oui, en tout cas, les criminels dehors. Veut restreindre les droits des homosexuels. Ouais, je ne sais pas si vous voulez les restreindre, mais peut-être éviter qu'ils débordent dans leurs droits. C'est peut-être ça, je ne sais pas, il faut voir. Expulser systématiquement les étrangers en situation irrégulière, bah oui. Attribuer la nationalité sur la base de la filiation, par exemple. Bon, je pense que ce n'est pas le droit du sol, c'est plutôt le droit du sang, donc ça... Voilà. J'interprète un peu, mais je ne suis pas allé voir votre programme. Hein. Ou réintroduire la peine de mort. Ouais, là, je ne suis pas d'accord. Je suis pro-vie, alors je ne peux pas en même temps écrire dans le CLV Magazine, et puis c'est choisir la vie, et puis donc, il faut être cohérent. Bon. Et voilà. Bref, le RH est homophobe, raciste et d'extrême droite. Vous avez compris, non, la manière dont je vous ai salué. Comment se fait-il que Freisinger participe à une manifestation du RH? J'ai été invité, répond ce dernier. Pas de risque.
Ensuite arrive le complexe du Messie de Fresinger. Attendez. J'étais obligé de faire ça dans mon exposé parce que c'est tellement d'actualité, puis ça concerne en plus l'Assemblée où nous nous trouvons. Donc il n'y avait pas mieux, s'il cherchait un sujet, je l'avais là. Lors de la manifestation, dont le lieu exact n'est pas public, Fresinger doit faire un exposé sur la neutralité suisse. Bon, ça personne m'a dit que je devais faire, mais c'est moi qui ai décidé que ça pourrait être un bon sujet. Selon Fresinger, celle-ci a été abandonnée dans le cadre de la guerre en Ukraine. Il a accepté l'invitation parce qu'il a un message à faire passer et que les organisateurs ont une oreille ouverte pour le recevoir. Parce que si je veux attendre que le PDC ou les radicaux m'invitent, je crois que... Bon, ils ne partagent pas le programme de RH. Bon, je n'ai pas dit ça, je ne le connais pas. J'ai dit que je le connaissais pas. À qui Jésus-Christ s'est-il adressé? Il me cite, à des criminels, à des gens égarés. Il n'est pas allé vers les pharisiens et les bien-pensants. Dit Fresinger. Il ne s'est pas attardé sur le programme de RH. Celui-ci ne l'intéresse pas. Alors comment j'ai pu dire avant que... Non, Oskar Fresinger, dont le père est autrichien, oh bien solide, bien sûr, en Messie et les extrémistes de droite en criminels, ce n'est pas si simple. Heureusement qu'il me cite, il s'agit pour lui d'ouvrir le débat. J'ai moi-même vécu l'expérience d'être constamment exclu, on m'a traité comme un lépreux. C'est pourquoi il ne veut pas faire la même chose avec ceux qui sont labellisés d'extrême droite. Si des communistes d'extrême gauche l'avaient invité, il serait allé aussi. Je me fiche de l'idéologie, si ce ne sont pas des communistes, ce sont des chemises rouges, comme les appelle Fresinger, qui l'ont invité une fois. C'est ainsi qu'il a débattu de la libre circulation des personnes chez UNIA. C'était grandiose. J'ai Vasco Pedrina, président des syndicalistes suisses, et à la fin, il est venu vers moi, il a dit « Maintenant, je comprends pourquoi vous êtes au monde dangereux. » Parce que c'était sur la libre circulation des personnes. Je m'étais un peu décoiffé, j'avais mis un grand pull qui pique, les blue jeans, les Santiago. Je suis arrivé dedans, mais le gauchiste, c'est mai 68. Quoi. Et lui, il était gominé, il avait tout du mafieux, non mais sorti du film, là, du parrain, quoi. C'était Corleone. Et le débat qui commence, puis moi j'arrive à convaincre les chemises rouges en face, j'ai dit, bah, attendez les gars, la libre circulation, c'est vous qui êtes... c'est la spirale descendante des salaires, vous êtes dans la merde. C'est vous les prolétaires qui allez payer la facture. Il est où le gars là qui doit vous défendre? Il s'est fait laminer. Au début, la salle était glaciale quand je suis entré. À la fin, j'ai eu droit à standing ovation des chemises rouges. Juste pour vous dire. Mais il faut juste savoir... Et puis, en plus, je ne mentais pas à ce que je disais. C'était vrai, j'y crois. Donc, j'ai même pas eu besoin de travestir mon discours ou de commencer à faire de la rhétorique gratuite. Hein. Marché en 72, Oskar. Tu te rappelles ce fameux discours? Il avait hurlé contre l'arrivée des travailleurs étrangers, exactement. En disant si on ouvre les frontières françaises et qu'on importe de la main-d'œuvre, c'est notre place ouvrière. Exactement. Mais tu comprends maintenant, c'est un communiste qui a dit ça. Ils ont remplacé le social par le sociétal. Donc maintenant, si en tant que prolétaire, tu veux que les socialistes te défendent, il faut que tu sois trans ou je sais pas, un truc dans ce genre, quoi. C'est un exotisme sexuel, ça pose... Voilà. Alors, une expérience impressionnante. Puis Fresinger relativise tout de même, s'il s'agissait d'adorateurs de la croix gammée, je n'irais pas. Oui, non, mais ça, je veux dire, ça, j'ai une limite. Hein. La croix gammée, ça ne me va pas. Ça. Parce que mon père a vécu le nazisme et il n'a pas eu une très bonne expérience avec ça. Donc là, je n'irai pas. Ce serait peine perdue et qu'on reviendrait au cadre légal. J'ai dit, bon, là, c'est peut-être un peu léger parce qu'il faudrait parler avec tout le monde. Mais là, ça... Bon, bref, je sais pas, quand même. Résistance helvétique doit elle-même assumer ses positions. Je ne suis pas responsable de l'opinion d'autres personnes. Mais il peut essayer de remettre en question certaines opinions et certains préjugés et tenter de les infléchir. La science s'accorde aujourd'hui, bon, blablabla. Contact avec les milieux d'extrême droite. Attendez, parce que ça ne suffit pas. Pour enfoncer le bonhomme, il faut retourner dans le passé. Par le passé déjà, des rencontres entre Fresinger et des groupes ou des personnes d'extrême droite ou populistes ont fait des vagues. Ainsi, alors qu'il était encore conseiller national, il a rencontré le populiste de droite néerlandais et critique de l'islam Geert Wilders. Grave crime. Fresinger a également engagé Slobodan Despot, un négationniste du génocide de Srebrenica pendant la guerre de Bosnie. Bah, il n'a jamais nié que c'était des massacres, mais il dit que ce n'était pas un génocide. Bon, enfin, on peut toujours discuter sur le sujet, mais les Turcs font la même chose. Hein. Si je rencontre un Turc, est-ce que je serais condamné? Je ne sais pas. Il l'a engagé donc comme chargé de communication externe. De plus, Fresinger avait accroché dans son bureau
un drapeau de guerre de la marine allemande. Reichskriegsflagge, donc c'était l'Allemagne de Bismarck. C'est un drapeau qui court jusqu'en 1918, donc rien à voir avec les nazis. Mais ici, qui est aujourd'hui utilisé par les néo-nazis comme symbole de leur conviction. Alors j'ai eu un journaliste de Tagesanzeiger chez moi au bureau, j'étais conseiller d'État. Et le gars, il me vient, ouais, non, mais les extrêmes droites qui utilisent ce drapeau, d'accord. J'ai dit, venez, ici, Google, on tape, extrême droite suisse, image. Alors on a dû scroller un bout pour trouver une seule fois le drapeau. Tout le reste, c'était des drapeaux suisses. Je dis, il faut interdire le drapeau suisse. T'as toute l'extrême droite, il faut interdire. L'extrême droite se balade tout le temps avec le drapeau suisse. Et honnêtement, les pneus, là, ils utilisent avec le drapeau suisse tout le temps. Bref, vous savez, il avait l'air tellement con. Il m'a dit, là, vous m'avez eu. Je dis, bah. Mais ça ne l'a pas empêché ensuite de me descendre quand même. Marine Le Pen, du parti d'extrême droite française, Rassemblement National, a même déclaré un jour que Fraisinger était trop radical pour elle. Ouais, après m'avoir fait 10 fois du pied pour que je la rencontre, puis que j'ai dit non parce que je ne crois pas au Front National. Je crois pas. Parce que d'abord, c'est des jacobins, des étatistes. Ils n'ont rien à voir avec le programme de l'UDC. Ils ressemblent plus au MCG de Genève, peut-être, mais pas à l'UDC. Parce que nous, c'est libéral. Eux, ils sont collectivistes, ils sont étatistes, ils sont jacobins. Et puis alors maintenant, depuis qu'ils veulent, je pense, devenir président, ou elle veut président. Alors là, ils ont mis tellement d'eau dans leur vin qu'il n'y a plus de vin dans l'eau. Hein. En revanche, le RH a récemment fait la promotion publique, vous, d'une association culturelle genevoise appelée Sparte, en référence à l'antique Sparte. Quand même. Je ne sais pas, mais si vous avez une librairie, là, et se dit la seule librairie non conventionnelle de Suisse romande. Donc, c'est une association avec vous, ou bien c'est vous-même qui tenez la librairie? Ça, j'ai encore rien compris. Enfin, c'était ça dans l'article. Et propose des livres qui minimisent, voire glorifient le nazisme. Ah ben d'accord. La RH dispose d'un bon réseau national et international dans les milieux d'extrême droite. Vous êtes réseautés, les gars. À propos du crime de contact, une expérience en direct. Alors ça, qu'est-ce qui a eu comme réaction de ma part? Moi, j'étais mal foutu, je dormais mal la nuit. Fait chier, ces gars. Je téléphone, je dis, écoute-toi. Je suis collaborateur de votre journal depuis 4 ans. Parce que j'ai une rubrique tous les vendredis où j'affronte Bodenman, l'ancien président du Parti socialiste suisse. Et puis chaque fois, on traite du même sujet. Une fois, c'est lui qui propose le sujet, une fois moi, mais on doit les deux traiter du même sujet. Donc c'est du 1 contre 1, et on se flamme joyeusement. Et c'est la rubrique la plus lue du Haut-Valais, même il y a des extra-cantonales, il y a beaucoup de gens qui sont abonnés juste pour lire cette rubrique le vendredi. Et lui me dit, bon, mais écoute, non, mais il t'a cité correctement. Je dis, attends, tu te fous de ma gueule. Je parlais 3 quarts d'heure avec, il me met 2% de citation, puis en plus, il prend évidemment là où il peut me faire passer pour le gars qui se croit Jésus-Christ et tout le bordel, quoi. Alors, il me dit, bon, bah alors si tu veux, tu fais une lettre de lecteur de 1500 signes. Je dis, 1500 signes, tu fais rien en 1500 signes. Je dis, mais j'ai une proposition, la rubrique de vendredi. Tu passes un mail à Bodenman, tu lui dis que c'est moi qui fais de nouveau le sujet, qui propose de nouveau le sujet, je vais proposer ça, le crime de contact. Et puis ensuite, ça sera lui qui proposera 2 fois d'affilée le sujet. Alors, ils ont fait ça, puis vu que j'étais malade, ils n'ont pas trop voulu taper sur le cadavre. Alors ils ont dit oui. Et j'ai pu donc, en 3500 signes, régler son compte à ce plumitif de manière sympathique. À propos du crime de contact, une expérience en direct. Invité aux côtés de l'ancien professeur d'université genevois, Uli Windisch, j'ai accepté de participer à une table ronde organisée par une association parfaitement légale, située résolument à droite, qui tient notamment une librairie sans censure à Genève. Alors, vous voyez que le profil n'est pas le même, hein? Ça dépend juste des mots qu'on choisit. Parce que moi, je trouve sympathique une librairie qui ne fait pas de censure. Les lecteurs sont assez grands pour décider eux-mêmes. Résolument à droite, oui, moi je suis résolument à droite. On va assez traiter d'extrême droite, mais moi, oui, je suis à droite. À peine l'annonce apparaissait-elle sur le réseau que mon téléphone portable vibrait déjà d'indignation. La voix inquiète d'un honorable représentant de la corporation des plumitifs se fit entendre et me demanda des comptes. La conversation me sembla de prime d'abord constructif, et l'auteur me donna même raison à plusieurs reprises. Plusieurs fois, il a dit, oui, vous avez raison. Ah, vous avez raison. Dans l'article, je n'ai pas vu grand-chose. Comme on pouvait s'y attendre, il en fut tout autrement dans le journal. Le titre en première page et la photo en page intérieure ne laissaient aucun doute au lecteur. Un sale type rencontre d'autres sales types. Le fait que je lève le bras gauche et non le droit sur la photo échappe à l'œil distrait, car le titre et la manchette indiquent clairement l'aspiration droitiste de cette main gauche.
Les mécanismes souvent expérimentés du crime de contact, un moyen de répression insidieux servant à isoler les esprits critiques les uns des autres, étaient une fois de plus à l'œuvre. De la longue conversation, quelques passages furent choisis comme alibi. Il m'a répondu, je vous ai cité correctement. Ah oui, le peu qu'il a mis là, il a juste sorti du contexte, mais il a cité correctement. De vieilles rengaines éculées furent réactivées pour souligner l'attitude extrême droitiste du récidiviste. Les arguments les plus pertinents de l'accusé restèrent joliment emballés dans l'enregistrement audio. Résultat, mon téléphone portable se mit à vibrer tôt le matin déjà. Toutes les bonnes âmes de mon entourage me suggérèrent d'annuler ma participation, sans quoi je passerais pour un extrémiste de droite. Eh bien, ce dernier point a été si bien martelé au cours des dernières décennies que la piqûre de rappel journalistique du plumaillon susmentionné n'a fait qu'enfoncer les portes ouvertes du préjugé que la radio locale se gardera bien de diffuser ne serait-ce qu'une seule de mes chansons, car enfin, un tel personnage avec de telles fréquentations, ça ne va pas du tout. Zelensky a au moins créé une base juridique pour interdire à tout Ukrainien de parler ou de négocier avec le diable russe sous peine de sanctions. Ici en Suisse, il n'y a pas de base légale pour le crime de contact. On se sert donc du dénigrement et du persiflage, ce qui entraîne souvent l'exclusion sociale, la diffamation, la censure et parfois des sanctions professionnelles. On n'est pas coupable d'avoir un frein à la loi ou de ne pas avoir respecté l'interdiction de remettre en question le dogme dominant, mais d'être entré en contact avec quelqu'un qui, même s'il respecte la loi, est parfaitement nauséabond. Tu es nauséabond. Et puisque je suis avec un nauséabond, je suis moi-même nauséabond. Le schéma appliqué est le suivant. A rencontre B qui est méchant, donc A est également méchant. Si le désormais méchant A rencontre C, alors C est également méchant, etc. Tout le monde est discrédité par tout le monde, chacun devient suspect, l'astasie se rappelle à notre mémoire. Imaginons que Jésus n'ait rencontré que les bons, les aimants et les gentils, et non la femme adultère, les déchus, les pécheurs, parce qu'il eût été inconvenant de parler à ces gens-là et qu'il n'eût aimé que les prochains qui pensaient comme lui. Je pense qu'il eût été oublié de son vivant déjà en tant que pharisien parmi les pharisiens. Je suis convaincu que la force de la démocratie réside dans le fait que tout le monde peut s'entretenir avec tout le monde, que l'on n'apprend rien en ne parlant qu'avec des gens qui pensent comme soi-même, qu'aucun homme n'est si profondément mauvais qu'il ne faille pas lui tendre une main fraternelle, que l'exclusion des brebis galeuses n'engendre que frustration et violence, et que nous sommes tous des êtres humains faillibles et non les juges autoproclamés de nos frères. Dois-je cesser de parler à M. Bodenman parce qu'il veut se faire sanctifier le très génocidaire Mao par le pape? Il l'a écrit en noir et blanc dans une de ses rubriques. Que Mao, il devait être sanctifié. 70 millions de morts. Ça se sanctifie. Alors il faudrait que je ne parle plus avec Bodenman. La rubrique serait vite finie, puis il y aura le débat d'idées et c'est terminé. D'accord? Donc il est responsable de ce qu'il a dit, mais je peux quand même encore continuer à parler avec ceux. C'est difficile de lui parler. Mais... La présomption et la suffisance sont les plus grands mots de notre civilisation. À Gaza et en Ukraine, on aurait mieux fait de se parler au lieu de s'égorger mutuellement. Voilà, ça c'est l'article que j'ai mis en réponse dans le journal pour clarifier. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais quand même, les gens, étant donné qu'ils lisent beaucoup ça, ils comprennent quand même comment ils ont bricolé le truc et comment ils ont essayé de... Il n'a pas aimé, le rédacteur, ça l'a emmerdé, il m'a retéléphoné, oui, mais ça tu peux pas dire, oui, non, j'ai dit, attends, c'est ma réponse, tu la mets telle quelle, maintenant t'arrêtes, parce que sinon, alors je vais finir par prendre la voie juridique, quoi. Bon, on en est resté là. Pas manqué, ça apparaît dans le Valissabo, j'ai René Femme qui me téléphone. Donc d'abord j'ai vu rappel en absence, après j'ai vu SMS, on voudrait faire... D'accord. J'ai toujours pas répondu, finalement c'est Fabrice Germanier, le rédacteur en chef qui me téléphone lui-même, et c'est un type intellectuellement honnête, je dois le reconnaître. J'ai répondu. Je lui dis, écoute, toi, il me dit, tu vois là, chez Résistance Helvétique, quand même, on va faire un sujet là-dessus. J'ai dit, pourquoi ça intéresse qui? Il y a juste le Valissabo qui a fait un truc. Il n'y a personne d'autre qui s'est intéressé. Ouais, mais il y a les jeunes socialistes qui ont de grandes inquiétudes. Ah, non, tu vois, moi, avec mon quintuple pontage, les inquiétudes des jeunes socialistes, franchement, c'est... ne m'intéresse pas. Non, honnêtement, c'est le dernier souci que j'ai actuellement. Il a dit, ouais, t'as raison. Bon, et puis, vu que c'est un type qui a une certaine décence, il a claqué le téléphone, il n'a rien fait. Il y a des journalistes corrects. Hein, preuve.
Parlons maintenant de la neutralité bafouée et de la démocratie. D'abord, je passe par une phase intermédiaire pour vous montrer ce que disait déjà Alexis de Tocqueville, que la démocratie porte dans son essence même le danger du totalitarisme et de la dictature. Alors, la neutralité bafouée et la démocratie. Parlons de la soi-disant conférence de paix au Bürgenstock en Suisse, à laquelle ni la Russie, ni la Chine, ni la plupart des pays du Sud global ne participeront. Ce sera un club très select du Werte Westen, c'est l'Occident des valeurs. On voit d'ailleurs défendre ces valeurs à Gaza avec une puissance extraordinaire. C'est une réunion qui rassemble le camp russophobe bien connu afin d'imposer aux Russes, vainqueurs inexorables du conflit actuel, parce que, excusez-moi, celui qui croit encore que les Russes ils vont pas gagner ce conflit, à mon avis, ils n'ont pas étudié l'histoire. Allez, retournez voir 1812, 1941, 45. Il faut pas aller... On va pas emmerder les Russes, quoi. Les Vietnamiens, la même chose, d'ailleurs, et puis les Afghans. Vous pouvez peut-être aller emmerder les Français, ça sera plus facile. Et ils veulent trouver un moyen pour imposer à ces braves Russes une paix digne du traité de Versailles. Donc, c'est comme les perdants qui vont dicter la loi aux gagnants. Donc, on en est là, pour le moment, mais ils vont finir par comprendre. Voici la réponse de la représentante officielle du ministère russe des Affaires étrangères, la très blonde Madame Zakharova, joli brin de femme, à une question des médias concernant la conférence de paix sur l'Ukraine en Suisse, conférence de paix entre guillemets. Question. Un message est apparu sur le site internet du département fédéral suisse des Affaires étrangères indiquant qu'à ce stade, la Russie n'est pas invitée à la conférence de paix de juin sur l'Ukraine. Il a été noté que Berne a toujours été disposé à inviter la Russie, mais que la Russie elle-même ne serait pas intéressée à participer au premier sommet de la paix. Non, le but, c'est de les inviter après pour entendre le jugement prononcé sur eux et puis la lourde peine que leur infligerait l'Occident pour qu'il y ait enfin la paix. Ouais, non, on se fout de la gueule des Russes, surtout. Est-ce vraiment vrai? La Russie sera-t-elle prête à participer aux réunions ultérieures? Réponse de Mme Zakharova. La Russie ne participera pas seulement au premier soi-disant sommet en Suisse, mais aussi en principe à tout événement promouvant la formule Zelensky ultime. Ah ouais, parce qu'il y a un plan de paix de Zelensky. C'est comme Hitler, il faisait des plans de paix aussi, lui. Mais Waterloo morne pleine pour les autres. Même si nous sommes constamment invités à de tels forums, nous exhortons également nos partenaires des pays de la majorité mondiale, j'aime bien, la majorité mondiale, c'est terminé, je trouve assez bien, à être vigilants et à s'abstenir de participer à de tels forums afin d'éviter de se laisser entraîner dans les prochaines provocations anti-russes de Kiev et de l'Occident qui ne visent pas la paix, mais à poursuivre la confrontation avec la Russie. La conférence suisse s'inscrit dans la continuité du format de Copenhague, raté. Ces organisateurs ont tenté en vain de lancer un ultimatum collectif à la Russie, de constituer et d'élargir une coalition anti-russe par le chantage et la tromperie. Il est évident que désormais, ils ne chercheront pas non plus les moyens de parvenir à la paix et encore moins de comprendre les causes profondes de la crise ukrainienne. La logique de ce comportement est simple. L'Occident n'est pas intéressé par un règlement, il a besoin d'une défaite stratégique de la Russie. Le reste n'est que des paroles vides de sens. Quant à la Suisse elle-même, elle ne peut pas servir de plateforme de dialogue en vue d'un règlement. Ce pays a perdu son statut de neutralité et sa capacité à jouer un rôle de médiateur. Elle s'est rangée du côté du régime de Kiev. Nous confirmons et soulignons une fois de plus que la Russie ne participera pas au sommet suisse, ni lors de la première étape, ni lors des étapes ultérieures, qu'elle reçoive ou non une invitation. Eh bien, notre tradition des bons offices, notre tradition d'essayer d'intervenir dans des conflits pour essayer de favoriser la paix, on oublie. À la TSR, alors ils ont commenté ça de la manière suivante. J'ai quand même pris le texte de la TSR. Le ministère russe des Affaires étrangères a convoqué mardi l'ambassadrice de Suisse en Russie, Kristina Marty-Lang. Il a fustigé la décision des chambres fédérales de confisquer les biens russes présents en Suisse, a indiqué mardi l'agence de presse russe RIA Novosti. La décision du Parlement suisse de créer de la base juridique permettant la confiscation des biens de la Russie situés sur le territoire de la Confédération est dans le viseur du Kremlin.
Ouais, on les comprend. Hein. Moi, s'ils me font ça, je les prends dans mon viseur. Hein. La Russie condamne fermement cette décision des autorités suisses qui viole grossièrement les principes fondamentaux et les normes du droit international en matière d'immunité de l'État, écrit le ministère russe des Affaires étrangères. Toute violation de la propriété de l'État russe sera considérée comme un vol d'État, avertit la diplomatie russe qui ajoute que des mesures de rétorsion de la part de Moscou seront inévitables. Le département fédéral des affaires étrangères a confirmé la convocation de l'ambassadrice suisse, une première depuis le début de la guerre. C'est rare, admet Nicolas Bidault, chef de la communication des DFAE, dans le 1930 à l'RTS. On est souvent invité, quand on est convoqué, c'est un cran plus haut, mais ça fait partie du jeu, ajoute-t-il. On est parfois dans un moment un peu tendu dans la diplomatie, c'est assez classique. Voilà comment cet Olybrius, il interprète la convocation russe. Moi, je pense que j'aurais... Bon, bref. Cette convocation est une volonté d'intimidation de la Suisse. Continuum de leur attitude très agressive, affirme Laurence Feldman-Riel, conseillère nationale PS, évidemment. Les relations entre les deux pays étaient en effet déjà tendues depuis que la Suisse a repris les sanctions internationales liées à la guerre en Ukraine. La Russie ne la considère plus comme neutre. Elle l'a même ajouté à sa liste des pays hostiles. Oh. On va monter en grade, les gars. Là. Moscou refuse donc de participer à la grande conférence pour la paix en Ukraine que la Suisse espère organiser cette année. Ce nouvel épisode ne va donc pas apaiser les esprits du gouvernement russe. Pour Georges Martin, ambassadeur de Suisse à la retraite, cette convocation de la Russie représente avant tout un risque pour la diplomatie suisse. On risque d'abord de ne plus jouer aucun rôle dans une négociation ou amener les parties en conflit à une table, estime-t-il. Les mesures votées jeudi dernier par les parlementaires pourraient permettre au Conseil fédéral de mettre en place une base juridique permettant d'utiliser les avoirs gelés d'États jugés agresseurs pour payer les réparations dans les pays attaqués. En Suisse, on fait les formules très générales pour ensuite pouvoir s'attaquer au point précis. La question des avoirs russes fait l'objet d'un débat houleux en Europe depuis le début des hostilités en Ukraine, il y a plus de 2 ans, et notamment en Suisse où la discrétion dans le secteur bancaire et la tradition de neutralité du pays sont importantes. On va confisquer de manière neutre. On est bon. Plus de 8 milliards de francs de réserves et d'actifs de la Banque centrale russe sont déposés dans les établissements suisses. Fut un temps, on gérait le 35% de la fortune mondiale. On est descendu à, qu'est-ce qu'on est? On est peut-être à 21-22 actuellement. Qui nous a fait chier tout le temps? Mais les Américains, attendez, c'est les Anglo-Saxons, c'est pas les Russes, hein, c'est pas les Russes. Moi, j'avais même déposé une motion à Berne en 2015, où je demandais qu'on fasse un accord de libre-échange avec la Russie. Alors on m'a répondu, on ne peut pas, il y a les sanctions américaines. Et ça aurait été la chose à faire. On n'aurait pas eu de problème avec le Crédit Suisse après. Juste vous dire, c'est nous les Américains derrière. Enfin bref. Alors je viens maintenant à un penseur de la démocratie qui est pour moi très très intéressant, parce que c'est un type qui a écrit un bouquin qui s'appelle « De la démocratie en Amérique », et ça devait être à la fin du XVIIIe siècle, quelque chose comme ça. Et pour lui, pour Alexis de Tocqueville, le risque majeur de la démocratie réside dans le renoncement à la liberté, dont il faut chercher l'origine dans la passion pour l'égalité et le repli sur la sphère privée caractéristique de la démocratie. Bon, la sphère privée actuellement, avec Internet, on peut toujours discuter. Tu as beau calfeutrer chez toi, tu es relié au monde entier. Donc c'est plus tout à fait comme Bruder Klaus. Hein. Bon, lui, il était directement lié au ciel, mais quand même. Hein. Mais quand il dit la passion pour l'égalité, le gars, il dit ça en 1780, quelque chose dans ces eaux-là, et le repli sur la sphère privée. Dans une société qui se veut égalitaire, la conscience des inégalités est très forte. Selon Tocqueville, dans les démocraties, la liberté et l'égalité seraient 2 choses distinctes. La liberté et l'égalité, dans la démocratie, selon lui, sont 2 choses distinctes, et les démocrates préféreraient l'égalité à la liberté. Tocqueville disait aussi de la démocratie qu'elle a une tendance à dégénérer en ce qu'il qualifia de despotisme mou. On y est à plein, les gars, à plein. Le despotisme mou, il est là. Et c'est un visionnaire, cet homme. Non, mais moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Que j'ai lu ce passage, j'ai dit, mais tout est dit. Comment il fait pour avoir prévu ça à ce moment-là? On est encore avant la Révolution française.
Ouais, je crois qu'il l'a écrit avant. Conclusion donc, pour nous importante. Démocratie et liberté ne vont pas forcément de pair. Parce qu'il est clair que si vous voulez accorder une liberté aux gens, vous allez devoir diminuer le degré d'égalité. Ah oui, parce que vous coupez toutes les têtes à la même hauteur, il n'y a pas de liberté. Si par contre vous augmentez l'égalité, vous allez devoir restreindre la liberté. Vous ne pouvez pas sortir de ça, c'est logique. Quand ils disent liberté, égalité, fraternité, les socialos, c'est un oxymore. Liberté, égalité, non, ça ne va pas. Tu choisis. Tu ne peux pas avoir les deux. Si tu renforces l'un, tu affaiblis l'autre. Et vice-versa. C'est automatique. Ils ont un cerveau, ces gens, non? Non, apparemment pas. Je ne sais pas où, alors ils sont lobotomisés. Tu pars d'un oxymore, comment tu veux? Deuxième chose, et ça c'est important, l'état de droit ne garantit pas en soi la liberté, la dignité et les droits des citoyens. Surtout lorsqu'apparaissent des lois d'exception. La Révolution française a au moins amené quelque chose de bien, c'est que nous étions tous des citoyens. Tout le monde dans l'État démocratique était citoyen. Ce qui veut dire qu'on avait éliminé les anciennes organisations claniques, le tiers-État et tout ça, les différentes couches sociales, les castes et tout, et qu'on avait dit, mais tout le monde peut parler à tout le monde, et ce sera favorable aussi pour l'économie, etc. Mais oui, ça l'a été. Ça a été une des sources de bien-être et de la progression et du progrès des sociétés occidentales libres. Donc tout le monde peut regarder tout le monde dans les yeux, tout le monde est au même niveau, tout le monde a les mêmes droits, fantastique. Oui, tout le monde a les mêmes droits. Mais après, quand tu commences à faire des lois pour le gars qui, en fait, a une barbe et une paire de roubignoles entre les jambes et qui dit qu'il est une femme, puis qui va faire des compétitions sportives avec les femmes qui se sont entraînées comme c'est pas permis pour gagner, mais qui se font battre par le paquet de muscles qu'ils ont en face qui se dit femme, tu te dis que l'égalité, tout à coup, c'est le serpent qui se bouffe la queue. Et que les féministes, tout à coup, commencent à gueuler contre les trans. Allez, ça va pas, elles sont transphobes. Non, mais si, j'ai pris un exemple. Maintenant, démultipliez ça. Parce que la liste, elle est là. LGBTQ, AA, machin, ça marche incroyable. Et vous pouvez le démultiplier dans la société. Vous allez créer plein de lois d'exception qui seront automatiquement au détriment d'autres groupes, d'autres minorités. C'est pour cette raison que le système à la base démocratique est bien fait. C'est une loi générale qui vous considère tous comme des citoyens et on s'arrête à ça. Et le reste, c'est réglé autrement. D'ailleurs, moi, ça ne me gêne pas que quelqu'un soit trans. Il fait avec son cul ce qu'il veut. Moi, je ne me regarde pas. Je ne suis pas le gardien du cul de tous les trans de ce pays. Mais qu'il arrête de m'emmerder, moi, et mes enfants dans notre éducation et notre manière de concevoir le monde. Puis de dire que je suis un malade ou un arriéré ou un complètement débile parce que je crois que les bébés se font avec une femme et un homme. J'étais à Arena un jour, un débat, et à un moment je dis ça. Je dis, mais attendez, monsieur Proyer, il s'appelait, je crois, celui qui dirigeait. Mais monsieur Proyer, non mais attendez, à ce que je sache, pour avoir des bébés, il faut un homme, une femme, puis c'est malheureusement ou heureusement, je sais pas, mais c'est toujours les mêmes qui tombent enceintes. J'en déduis qu'il y a des hommes et des femmes. Le gars, il me regarde effaré. Mais comment osez-vous dire ça? Tu te dis, non mais je suis en train de rêver là. Je suis dans un mauvais film. C'est pas possible. Ah bah ouais, on en est là. On en est là. C'est l'évidence. Bon, bref. Le système nazi, juste pour revenir à ça, au fond, c'était pas un système, le chaos juridique. C'était un état de droit. Un droit dévoyé, certes, mais il y avait un droit. Et donc, ils n'ont jamais massacré quelqu'un quand ils ont jugé la Rose Blanche ou bien ceux de l'attentat. Il y avait toujours une procédure, même si des fois elle était expéditive, mais il y avait toujours une procédure. Parce qu'ils sont très procéduriers, les Allemands, ils font des registres et des commissions. Donc, c'était un état de droit, mais pas du tout démocratique, avec zéro liberté. Donc l'état de droit, je parle de l'état de droit, ne garantit pas ni la démocratie, ni la liberté, ni rien. Parce qu'on se réfère toujours à l'état de droit. Alors parlons du droit, je vais y revenir après. En démocratie moderne, oui, ça vient tout de suite maintenant. En démocratie moderne, on ne légifère plus pour le bien commun. À la base, la loi, c'est ça. Elle doit avoir pour but le bien commun. C'est ce qui évite de faire ces lois d'exception pour les petits mini-sous-groupes de machin, puis voilà. C'est, en fait,
quelque chose qui, selon ma compréhension, j'ai quand même été magistrat pendant un certain temps, ça sert à faciliter la vie des gens, mais la loi actuellement n'est plus au service du citoyen ou du bien commun. Au contraire, la loi devient un moyen de plus en plus contraignant pour obtenir l'égalité à tout prix. C'est plus que ça le but. On légifère pour rendre la contrainte légale. On va vous contraindre, mais on va le faire légal. On fait d'abord, on change la loi, et puis après, on peut vous contraindre. Les lois ne sont plus objectives. Regardez bien les lois comme elles sont faites maintenant. Elles ont évolué. Moi, j'étais quand même 12 ans au Parlement suisse. Elles ne sont plus objectives, elles sont subjectives. Elles ne se réfèrent plus à des faits, mais à un ressenti. À un ressenti, non mais je vous jure. Vu qu'elles sont subjectives, elles sont floues, sujettes à interprétations multiples et même diamétralement opposées. La coquille légale est positive, puisqu'elle renvoie aux grands principes de la société prétendument libre, tolérance, égalité, fraternité, droit de l'homme, libre choix, dignité, sécurité, rien que du beau et du noble. Ça, c'est la coquille. Mais l'intérieur de la coquille se situe bien au-delà de la pourriture, puisqu'elle est absolument vide. La coquille est vide. On y fourre tout ce qu'on veut. Ah oui, tu crées le vide, pourquoi? Parce que tu mets ce que tu veux après. Ce qu'exprime, selon la situation et les besoins du moment. Donc après, ça devient situatif. D'accord. Ah ben, on voit que, par exemple, on a un mandat d'arrêt contre Poutine, et puis on n'en a pas contre Netanyahou. Alors là, je ne comprends pas. Là, il faut m'expliquer. Il doit y avoir comme une coquille qui dit qu'il faut faire justice, d'accord? Mais après, ouais, non, mais lui, on le met dans le vide, mais non, l'autre, on ne le met pas. Voilà, selon les situations. Voilà ce qui arrive avec les lois. Ce qu'expriment les lois de ce type ne dépend pas du texte écrit. Le texte écrit, là, on s'en fout, mais de celui qui l'interprète à sa sauce. C'est comment, moi, je vais lire le texte? Qu'importe. Leur flou permet de leur faire dire n'importe quoi et son contraire. Un exemple. Liberté d'expression garantie par la Constitution française, tout le bordel. Il y a Zemmour un jour qui dit la plupart des crimes violents commis sur le sol français sont issus sont l'objet de Français venus de l'immigration. D'accord? Bon. Et il prouve en prenant les statistiques de l'État. Il a la preuve de l'État lui-même qui va le juger. Donc, de dire la vérité, c'est facho. La vérité, elle est facho. Parce que c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le ressenti, c'est le côté subjectif de l'affaire. Par exemple, Soral, grosse lesbienne. Bon, elle est grosse, et elle est lesbienne. Donc il a décrit un état de fait. Mais non. Les faits sont fachos, c'est le ressenti qui s'érige en juge de l'intention. Il a dit ça dans l'intention de. Alors si vous commencez à juger les intentions, purée, là, ça va devenir compliqué, hein, les gars. Mais c'est ce qu'on fait avec notre système légal actuellement. Tout le rôle croissant de l'administration, dans la vie des citoyens, dans notre vie, c'est une nuée de petits flics de la bien-pensance. Ah, il faut bien des flics pour surveiller les intentions, puis les non-dits, puis tout ce qui est pas dit entre les lignes, et puis il faut traquer la pensée. Non, on est dans du George Orwell, là. Mais comme il disait de Tocqueville, c'est un totalitarisme mou. Hein. Bon. Comme conséquence de l'exigence d'égalité de ceux-ci, ou bien encore du renoncement des citoyens à leur liberté au profit d'une plus grande égalité, comme cela eut lieu au XXe siècle dans les sociétés totalitaires. Alors, prenons l'Allemagne nazie, prenons la Russie communiste, il y avait l'égalité des citoyens qu'on essaie de réaliser dans la vie quotidienne, mais il y avait une plus grande égalité qui était à laquelle on aspirait, l'égalité absolue, où vraiment tout le monde serait égal. Moi, j'ai pas envie d'être d'égal à qui que ce soit. Putain, je suis Frésigien, il y en a qu'un. Merde, arrêtez de... Et vous, c'est chacun d'entre vous, c'est comme ça. Vous êtes unique, irremplaçable. C'est votre dignité humaine. C'est là où vous êtes à l'image de Dieu, parce que vous êtes infiniment vous-même, infiniment différent de tout ce qui tourne sur deux pattes dans ce monde, et que c'est irremplaçable. Puis t'arrêtes de tirer sur des êtres comme ça. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu tues un être comme ça, t'as tué quelque chose d'irremplaçable. T'as pas simplement tué un piou-piou ou un robot. C'est ça qui nous donne cette dignité, qui nous empêche de nous flinguer. Mais la morale, évidemment, ça a foutu le camp. Alors, ils avaient cette notion ou bien alors ça pouvait être un idéal national. Alors bon, c'est vrai que chez les nazis, c'est un peu plus...
Ouais, bon, c'était pas très recherché, quoi. Nous, on est les meilleurs, on est le peuple supérieur. Et je sens un peu chez Netanyahou, les anciennes victimes qui deviennent... Hitler, à la fin, il a dit, voilà, le peuple élu, il était plus faible que l'autre peuple élu, alors maintenant c'est eux qui vont diriger le monde. C'est rendu à l'évidence. J'ai même écrit un testament fictif d'Adolf Hitler il y a une vingtaine d'années où je fais dire ça à Adolf Hitler. Mais enfin bref. De nos jours, regardez bien, je pense que les historiens, lorsqu'ils parleront de notre époque, il y aura une époque avant le Covid et après. Parce qu'en février 2020, on bascule. Pour moi, c'est le point de bascule. À partir de ce moment-là, le monde a changé, mais à une vitesse... Toi, t'es là, tu crois pas tes yeux. On t'aurait dit 3 mois avant ce qui allait t'arriver, tu croyais pas. T'aurais pas cru. Non, c'est pas possible. C'est impossible. Non, mais attends, c'est de la science-fiction, ça. C'est Ray Bradbury et Philip K. Dick. Non, c'était la triste réalité. Et on va créer, maintenant, on essaye maintenant d'avoir l'OMS qui prend le dessus de manière planétaire sur toutes les questions de santé, qui pourra dicter du haut qu'est-ce qui est pandémie, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ils ont déjà bien commencé. Ils reviennent avec la grippe aviaire. Là, ils nous ont déjà fait le coup il y a 10 ans. Donc, ils reviennent avec. Donc, on a la santé. Ensuite, vous avez le climat. Ah, c'est la même chose. Avec le contrôle social et tout ça, tu peux punir, sélectionner, tu fais... Non, mais après, ils osent critiquer les Chinois, mais ils sont en train de préparer le même truc, les Chinois, hein, donc soyons clairs. Bon, les Chinois, eux, ils sont habitués, au moins nous, on ne sera pas, on sera plus emmerdés quand même. Et puis ensuite, l'hystérie, la loi Covid, le climat, l'hystérie climatique, et puis alors, il faut un méchant. T'as pas un méchant, ça va pas jouer. Il faut un ennemi. Et on le voit très bien dans Big Brother, dans 1984. Il faut toujours un ennemi. Alors le Russe, il se prête bien. Ça, c'est comme salopard, il va bien. Sauf qu'ils ont mal choisi. Je sais pas. Je me souviens d'une caricature où j'ai vu, il y a un officier allemand qui est au lit avec une prostituée, et puis il lui montre la carte et il dit, tu vois, demain nous allons envahir la Russie, on va les ramasser, tu vois comment. Et puis elle dit, mais c'est quoi la Russie? C'est ça. Et puis c'est quoi l'Allemagne? C'est ça. Hitler, il a vu cette carte. On en revient à ça. Non, mais c'est... Moi, je suis désolé, j'ai mangé avec Anatoly Karpov je reviens toujours avec 1800. Je ne suis pas aussi vieux que ça quand même. En 2015, j'ai mangé avec lui à l'hippodrome de Moscou. Pendant tout un après-midi, j'ai pu parler avec lui, qui était membre de la Douma, puis c'était le champion des échecs. Il m'a donné le carnet de bord de ce qui allait arriver. Comment ils allaient se préparer, que la guerre avec les Américains serait inévitable, qu'ils tenteraient éventuellement le Kazakhstan, qu'ils tenteraient la Géorgie, ils l'ont fait, là ça n'a pas joué, mais que la grosse crainte qu'ils avaient, et que là où vraisemblablement la pomme de discorde serait la plus grande, ce serait l'Ukraine. Puis après je lui ai demandé comment ils se prépareraient, alors il m'a dit souveraineté alimentaire, des alliances, indépendance du système financier mondial, et tout, ils avaient tout. C'est des joueurs d'échecs. Poutine a 7 coups d'avance. Il joue aux échecs. Les Chinois, ils jouent au Go. Tu bouffes rien. Tu encercles et tu immobilises. Ça, c'est les Chinois. Les Russes, ils jouent aux échecs. Alors, ouais, là, ils bouffent. Des fois, là, les paysans, ils partent. Hein. Bon, d'accord. Et les Américains, c'est le poker menteur. Ah, ils sont très forts au poker menteur. Très, très forts. Mais seulement le poker, il y a quand même une part de chance qu'il faut avoir. Alors que dans les échecs, ce n'est pas la chance. C'est uniquement la réflexion. Pure. Alors, j'en arrive à la conclusion, si j'ai bien compris, pour citer des phrases bien connues que j'essaie de l'adapter à mes besoins, le néocolonialisme est la continuation du colonialisme par d'autres moyens. On est bien d'accord, on voit la France vient de... Non, il a suffi que Macron y aille, alors c'est bon, t'as perdu l'Afrique de l'Ouest, là, c'est garanti. Ils sont tous partis au pas de course quand ils ont vu le bonhomme. La démocratie est la continuation de la dictature par d'autres moyens. Là, ça demande un peu plus de réflexion. Mais avec tout ce que je vous ai dit auparavant, on pourrait peut-être même arriver à cette conclusion-là. Que la démocratie, telle qu'elle est en train d'être manipulée et abusée, est la continuation de la dictature par d'autres moyens. Et puis alors, la
la conclusion définitive, quand on écoute la ministre des Affaires étrangères, Madame Baerbock, l'allemande, la livraison d'armes, c'est la continuation de la paix par d'autres moyens. Bah, je suis obligé d'en arriver à ces conclusions. Enfin, tout ce qu'elle dit indique cette... Alors, j'ai un bonhomme que je connais bien, là, qui s'appelle Eric Werner. Il a écrit un petit bouquin sur Ernst Jünger, Prendre le maquis avec Ernst Jünger. Et vous aviez posé avant la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il dit ici, je vous cite deux passages, c'est assez intéressant, j'ai sélectionné 2 passages. Les foules résistent mal à la propagande. Elles n'en ont d'ailleurs pas la moindre envie. Elles aiment avoir peur et se faire peur à elles-mêmes. Elles aiment être violées. Elles sont donc grandes consommatrices de propagande. Partant aussi, ceux qui choisissent d'avoir un destin propre plutôt que de se laisser traiter comme un numéro ne sont jamais nombreux. Ils sont dans cette salle. C'est un choix minoritaire, et même très minoritaire. Ailleurs encore, les êtres sont si bien enclavés dans la collectivité et ses structures qu'ils se trouvent presque incapables de se défendre. Chapitre 17. Jünger ne dit pas, comme Dostoïevski, que les hommes n'aiment pas la liberté. Il ne va pas jusque-là. Ce qu'il dit en revanche, c'est qu'à force d'avoir affaire à l'État et de s'en remettre à lui du soin de régler tous les problèmes, ils désapprennent l'usage de la liberté. Jünger rejoint ici Tocqueville, on se retrouve toujours dans le même club, Tocqueville qui observait que tous les jours, l'État rend moins utile et plus rare l'emploi du libre arbitre. Bref, les mouvements de résistance ne sont que rarement très populaires. Les résistants croient parfois qu'ils ont les masses avec eux. Évidemment, ils se trompent. Les masses leur sont résolument hostiles, il faudra vous y faire. Elles sont entièrement du côté de la police et des autorités. D'où cette pensée, les forces du présent ne suffisent pas à fonder la résistance. Chapitre 16. Mais Jünger va plus loin encore. Parlant de ceux qui préfèrent le danger à la servitude, il dit que leurs entreprises seront toujours précédées de réflexion. Elle adoptera tout d'abord la forme d'une critique du temps, d'une conscience de l'imperfection des valeurs admises, puis du souvenir. D'un côté donc, il y a les valeurs admises, de l'autre, le souvenir. Les premières nous orientent vers le présent, le second vers le passé. On pense ici aux lois anciennes, aux nomos et à l'éthos. On pense aux lois immuables et invisibles d'Antigone, par exemple. Die ewigen ehernen Gesetze de Goethe, par exemple. L'individu s'ouvre ainsi à une dimension qui le transcende. Elle le transcende, mais l'aide en même temps à se construire lui-même en tant que sujet autonome. Les deux vont ensemble. C'est une piste, si on veut, psychologique pour les individus et philosophique. Et puis là, il y a un deuxième passage que je trouvais bien aussi. Plus concret. D'une manière générale, l'État n'attend plus aujourd'hui qu'il se passe quelque chose pour intervenir. Il prend lui-même les devants en frappant vite et fort. C'est ce qu'on appelle la stratégie du choc. La stratégie du choc a été testée en Amérique latine dans les années 60 et 70 du siècle dernier, avant de l'être en Irak dans les années 2000. C'est elle qui est à la base de nouvelles doctrines de maintien de l'ordre élaborées dans le cadre de l'OTAN. Doctrine dont s'inspirent aujourd'hui, peu ou prou, toutes les polices européennes. Ainsi, aux Pays-Bas, la police n'hésite plus à tirer à balles réelles sur des manifestations. Cela s'est produit une première fois en 2021, puis à nouveau en 2022. De son côté, un ancien préfet de la police de Paris a déclaré, en novembre 2022, qu'il fallait s'attendre à ce que les forces de l'ordre en viennent un jour à ouvrir le feu sur des manifestants. Cela risque d'arriver, a-t-il dit. Quand on dit que ça risque d'arriver, on garantit que ça va arriver. On parle aussi de répression préemptive. Vous vous souvenez Minority Report de K. Dick? Voilà, c'est ça. On est exactement là-dedans. Répression préemptive. Celle-ci recouvre un assez large éventail de techniques et procédures relevant originellement de l'état d'exception, mais qui, avec le temps, se sont progressivement routinisées pour en venir à se fondre dans le droit ordinaire et être utilisées au quotidien. Elles vont des fouilles à nu aux saisies d'ordinateurs, en passant par les perquisitions nocturnes, les bris de porte, etc. On les justifie par les exigences liées à la guerre contre le terrorisme. Il a bon dos, celui-là. Le plus souvent, les personnes ainsi ciblées n'ont rien à voir avec le terrorisme, mais elles n'en sont pas moins traitées comme si c'était le cas. Ce qui a pour effet de les faire passer pour ce qu'elles ne sont pas, en vertu du raisonnement, si ce n'étaient pas des terroristes, on ne les traiterait pas comme on le fait. L'incrimination terroriste s'infère des violences même commises à leur endroit. En tout état de cause, l'usage disproportionné de la force est désormais la règle. Puis c'est un dernier petit passage. Ouais, là, non, c'est peut-être un peu plus long, mais prenons juste ici. Dès lors, une question se pose, comment le faible
peut-il mettre en échec le fort s'il ne peut plus le mettre en échec en ayant recours à la petite guerre? La petite guerre, il dit, c'est cette guerre de résistance un peu latente, un peu où vous faites des petits larcins, vous commettez des actes qu'on pourrait considérer comme de droit commun, mais qui sont quand même quelque part des actes politiques. Hein. Quelle est l'arme susceptible de prendre le relais de la petite guerre en tant qu'arme du faible dans la guerre du faible au fort, dès lors que la petite guerre ne peut plus jouer ce rôle, le fort lui-même ayant désormais recours à cette petite guerre. Donc eux vont utiliser pour pénétrer ces réseaux les mêmes moyens, donc la petite guerre. Dans un livre intitulé « Weapons of the Weak », les armes des faibles, l'anthropologue américain James C. Scott a étudié dans le détail les formes que revêt la résistance paysanne dans les sociétés traditionnelles, etc. Il donne une liste non exhaustive. À partir de là, me semble-t-il, il est possible de répondre à la question « Comment le faible peut-il mettre en échec le fort ?» Au chapitre 29 de son livre, Ernst Jünger écrit « Le recours aux forêts renferme un nouveau principe de défense. Le recours aux forêts peut être opéré par la plus petite des minorités et même par un seul individu. » Ça ne veut pas dire que c'est la forêt réelle. Jünger la voyait plutôt de manière métaphysique. Donc ici, par exemple, actuellement, nous sommes dans une forêt. Puis nous essayons de voir la forêt, parce que des fois, on ne voit plus la forêt tellement on voit d'arbres. Hein. Il est la réplique que doit lancer la liberté. Et elle garde le dernier mot. Dans la petite guerre, le sujet de la guerre n'est pas l'individu, mais le groupe. Le petit groupe, certes, mais quand même le groupe. Alors qu'ici, il n'y a que l'individu. Un seul individu. Personne ne s'est concerté avec personne. Il n'y a pas de passage du jeu au nous. Ce qui rend très difficile au système de pratiquer la répression. On ne parlera donc pas ici de petite guerre, mais de très petite guerre. Convenons en effet d'appeler très petite guerre celle menée par l'individu lui-même. C'est un cas limite, mais tout à fait envisageable. L'arme du faible aujourd'hui, ce n'est pas la petite guerre, mais la très petite guerre, celle menée par un seul individu. À ce sujet, je ne sais pas si vous connaissez la nouvelle de Herman Melville qui s'appelle Bartleby le scribe. Alors Bartleby le scribe, c'est un employé modèle, mais il y a une tâche où il doit aller à la poste, je ne sais pas trop, un truc même insignifiant, où le chef du bureau d'architecture à New York, là où il travaille, lui dit « tu vas faire ça » et il fait chaque fois « I'd rather not ». Je préfère pas. Il va toujours dire « je préfère pas ». Et puis alors, quand on lui dit « maintenant on veut le foutre dehors », je préfère pas. Il dit toujours « je préfère pas ». Et puis ça aboutit à la fin à ce que la police vient le chercher, on le fout dans une prison. Il fait que de dire « je préfère pas ». Et tout à la fin, je vais vous lire les bulles de la fin parce que ça c'est extrêmement fascinant. Donc là, il est dans la prison, l'autre va le voir. Et le chef de la police a un dialogue avec le chef qui était le chef de Bartleby, d'accord ? Donc vous avez là, ils sont sous la neige, d'accord ? Voilà. Finalement, notre problème est résolu. L'élément discordant a été éjecté du système. Pardon ? La pièce qui enrayait l'engrenage a été éliminée. Je ne comprends pas. Bien sûr que non. Vous ne comprenez rien à cette histoire depuis le début. Cela étant, vous avez rempli votre rôle, bien que maladroitement, et vous êtes désormais libre de vivre selon les règles du nouveau monde que nous nous employons à construire. Herman Melville, hein ? Il date aussi du 19e, lui. Et Bartleby servira d'exemple. D'exemple pour ceux qui, comme lui, prétendent jouer les francs-tireurs. Un mur ne peut tenir si l'une de ses briques est mal posée. Le système ne peut fonctionner si on ne remplace pas les pièces qui n'y ont pas leur place. Bartleby a en quelque sorte gagné la partie, bien que la conséquence de sa ténacité soit inévitable. C'est dommage, car je l'aimais bien, ce garçon. Alors le chef des avocats, il dit « Mais cette fin est peut-être la manière la plus pure d'exercer son droit au libre arbitre. » L'apparente défaite de Bartleby est en réalité une victoire personnelle et privée. Partez l'âme en paix, mon ami, il ne vous nous importunera plus jamais. Alors il va voir Bartleby, qui meurt. Il est mort. Bartleby, mort. Et puis alors, on le retrouve au bureau le lendemain. Donc ça, c'est le chef du bureau. Puis il y a le gars qui vient derrière lui. Puis je vous fais le dialogue. Nous avons collationné toutes les copies de la semaine, monsieur. Très bien, Turkey, vous pouvez rentrer chez vous. Si vous les signez, monsieur, je peux demander à Ginger Nut de les déposer à l'hôtel de ville aujourd'hui même. Merci, Turkey. Mais pas pour l'instant.
I'd rather not. Bartleby a gagné. C'est ça le combat. Ouais, c'est une BD sur le... Parce que, bon, je trouvais bien faite la BD. Là. Il y a des BD intelligentes quand même. Hein. Ah, bien foutu. Bref, je reviens à la fin de mon discours. Il faut quand même que j'arrive à la dernière partie. Ça va vous dites, hein, si vous décrochez. Alors, la dernière partie, c'est vraiment sur la neutralité, sur ce qui vient de se passer de manière analytique. Donc là, ça s'appelle In Memoriam, neutralité suisse 1815 à 2022. Bartleby, le script de Herman Melville, est le prototype du grain de sable dans le système. Il ne s'agite pas, ne juge pas, ne prend pas position et n'agresse personne. Il est infiniment lui-même et ne se définit pas par le regard, les exigences, les critiques et les intérêts divergents ou convergents du monde alentour. Il est à lui tout seul un îlot de sérénité et de fermeté. Cette attitude le rend particulièrement dangereux aux yeux du système engoncé dans ses normes, ses conventions, ses dogmes et ses règles. Celui qui ne s'y plie pas, qui n'épouse pas les lois du narratif collectif, c'est-à-dire l'illusion référentielle dominante, est considéré comme un asocial enfermé, car le système enferme celui qui lui échappe et qu'il perçoit comme une menace fondamentale. La Suisse fut, tant qu'elle ne maltraitait pas trop sa neutralité, une sorte de Bartleby politique. L'impartialité qui va de pair avec la neutralité lui permettait d'offrir ses bons offices dans les négociations de paix et d'être crédible aussi bien dans le domaine humanitaire que diplomatique. Car ne nous y trompons pas, être neutre ne signifie pas n'être pour personne, ça signifie être du côté des victimes. C'est ça qu'il faut garder à l'œil. Parce qu'on dit, ils prennent pas l'autre, si t'es pas mon ami, t'es mon ennemi, arrêtez vos conneries. Moi, je suis du côté des victimes. Il y a des gens qui crèvent. Et ça, je dois l'empêcher. Alors moi, je suis de ce côté-là. M'en fous que la victime, elle soit rouge ou bleue, ou je sais pas, m'en fous. En effet, lorsque tout le monde choisit son camp, plus personne ne se préoccupe des victimes. Qui se préoccupe des victimes en Ukraine actuellement? Alors, franchement, les Russes pas, on les comprend. On peut un peu les comprendre. Et puis, en face non plus. Non, c'est pas de problème. On livre les armes qu'il faut. Ils se font massacrer, c'est pas grave. Celles qui souffrent réellement de la guerre, celles qui se comptent en dizaines et centaines de milliers de morts et d'estropiés. Non, pensez à Solferino, bataille de Solferino, il y avait les Piémontais et les Français contre les Austro-Hongrois. En 1859, Dunant y a fondé la Croix-Rouge. Et quand il est allé sur le champ de bataille, il n'a pas commencé à dire « je prends que les vestes rouges ». Il a pris les bleus et les rouges et toutes les couleurs. Il les a tous pris parce que c'était d'abord des victimes. Ça, c'est l'idée de la Croix-Rouge. Et c'est fondateur même de la neutralité suisse. Il y a un lien évident. Et on a réussi à sacrifier ça. Et là, ces avantages ont été sacrifiés par négligence dès lors que la Suisse a, peu après le début du conflit ukrainien, repris intégralement les sanctions de l'OTAN contre la Russie. Elle est même devenue, parce qu'il faut toujours qu'on soit première classe, derrière les USA, le pays ayant appliqué le plus grand nombre de sanctions contre l'ours russe. Bravo! Ah, c'est top, hein. On aurait pu éventuellement faire du Bartleby, I'd rather not. On aurait pu. Non. Le constant rapprochement de la Suisse à l'OTAN, alors que son voisin autrichien, lui, vient sagement de renoncer à une adhésion à cette organisation agressive, démontre combien notre gouvernement actuel n'a pas saisi la plus-value sécuritaire de la neutralité. C'était ce qui nous protégeait le plus, et puis tu n'as pas besoin de faire des grosses dépenses militaires. Il y a un consensus mondial qui respecte, qui adhère à la neutralité suisse, et c'était le cas, mais tu risques rien. Alors que maintenant, ça change. La Finlande, prenons un exemple. La Finlande, tant qu'elle fut neutre, a vécu en bonne intelligence avec la Russie. Désormais membre de l'OTAN, la peur s'est installée, et le risque d'être une cible de premier ordre en cas de déflagration générale a augmenté sensiblement. Les coûts de la défense nationale nécessaires pour calmer cette crainte sans véritablement diminuer le risque ont explosé, plombant le bilan économique finlandais. Sans calculer les pertes pour le commerce qui commence à manquer avec la Russie et les matières premières qui n'ont plus. Mais il faut être complètement con. La neutralité les protégeait. Et les Russes n'ont jamais menacé de quelque sorte d'aller envahir la Finlande.
Il y a peu, le Parlement suisse a finalement pris la décision de confisquer les avoirs russes gelés par les banques helvétiques. Ce qui, malgré toutes les arguties juridiques que l'on voudra invoquer, représente ni plus ni moins qu'un vol, contrevenant à toutes les clauses du droit international. Le banquier se mue en gangster assumé. Bonjour pour la crédibilité des banques suisses. Ah, bon, bravo. Alors pour la place, non, ça c'est le coup de poignard définitif. Hein. Cédant aux pressions anglo-saxonnes comme pour l'achat des F-35, parce que 3 semaines ou 1 mois avant que la Suisse achète les F-35, d'ailleurs, c'est une connerie d'acheter cet avion parce qu'il ne fonctionne pas, il est hyper cher, bon, bref. Il aurait mieux valu acheter un Sukhoi ou un MiG russe. Hein, donc. Bref. 1 mois avant, je lis dans les journaux que les États-Unis s'apprêtent à ouvrir des procédures pénales contre 200 instituts bancaires suisses. 4 semaines plus tard, on achète les F-35, je n'ai jamais rien vu. Vous avez compris comment ça fonctionne ? Et on est comme le lapin dans le serpent, c'est toujours la même chose. C'est des pleutres. On respecte les gens qui ont du caractère, qui tiennent la route, qui disent « Je suis là, hier bin ich und kann nicht anders ». Même Luther, on peut l'aimer ou pas, mais c'est ce qu'il a fait devant l'église de Wittenberg. Prochain coup de canif à l'indépendance et à la neutralité suisse, l'accord cadre institutionnel avec l'UE qui prévoit soumettre la Suisse à la juridiction de l'UE et lui imposer des sanctions en cas de non-respect des décisions de la Cour européenne de justice. On veut par tous les moyens forcer le Bartleby suisse à rejoindre la prison communautaire européenne. Et je vous rappelle que la nouvelle mouture, ils ont juste changé le titre, ils ont fait exactement ce que Sarkozy a fait entre les accords de Nice et l'accord de Lisbonne. Ils ont changé que le titre. Oh, lui, il a fait pire parce que lui, puisqu'il a vu que le peuple n'était pas d'accord, peut-être qu'il allait remarquer que c'était le même texte, alors il a décidé que le Parlement suffit. Chirac était un peu con de faire un référendum, on va faire que par le Parlement. Ici, ils sont obligés quand même de passer par le peuple. Ça, c'est la supériorité quand même de la démocratie directe. Ils sont quand même obligés de passer devant le peuple, et il suffit de répéter au peuple, non, mais, regardez, ça c'est le texte de base, et puis ça c'est le nouveau texte. Vous voyez une différence ? Là, tout le monde comprend. Qui se fait prendre pour un con, non, c'est sûr. Et voilà que le lamentable Ignotus Cassis, ministre suisse des Affaires étrangères, ne semblant pas conscient des coups mortels qu'il a portés à la neutralité suisse, invite la Russie à participer à la prochaine conférence de paix sur sol helvétique. Il va sans dire que la Russie a répondu par une fin de non-recevoir, puisque la Suisse ayant souscrit au plan de paix de l'acteur président ukrainien, elle devrait incarcérer Vladimir Poutine et le livrer à la Cour pénale internationale pour jugement s'il devait poser son pied sur le territoire helvétique. Ben ouais, je comprends que Poutine n'ait pas tellement envie de... Non, il reste chez lui, là c'est bon. Saint-Pétersbourg est une très belle ville, ça va. Sur le site internet du DFAE, la neutralité suisse est décrite comme suit. La Suisse donne à sa neutralité une orientation humanitaire et pacifique, en accord avec sa tradition de bons offices et d'aide humanitaire. Elle aménage sa neutralité en tenant compte des besoins de la solidarité internationale, en la mettant au service du maintien de la paix et de la prospérité. J'en ai la voix qui tremble, c'est beau, la coquille est belle. Et la réalité ? Or, l'objectif déclaré des sanctions de l'OTAN contre la Russie étant de mener une guerre économique contre ce pays afin de provoquer son effondrement, ils ont eu assez répété, hein, pour dire qu'ils ne nous l'ont pas dit. Hein. On ne voit pas très bien comment notre pays entend mettre sa neutralité au service du maintien de la paix et de la prospérité. Là, je ne comprends pas. En participant aux hostilités. D'autre part, ces sanctions non seulement ne produisent pas l'effet escompté, mais nuisent gravement à l'économie des pays qui les ont imposées. Alors ça, c'est la meilleure. Hein. Ça, c'est vraiment... J'ai jamais vu des gens se foutre une telle balle dans le pied, là, il faut être vraiment très fort. Hein. Car il ne faut pas s'y tromper, la perte de pouvoir d'achat, le renchérissement des énergies, l'inflation et la hausse des taux hypothécaires sont pour une bonne partie dus aux sanctions et non au conflit ukrainien à proprement parler. On dit c'est à cause du conflit ukrainien, à cause des Russes. Non. Vous auriez fermé votre gueule, vous seriez tranquille dans votre coin, on n'aurait pas ces problèmes. C'est vous qui avez par vos sanctions. C'est les sanctions, donc c'est vous. C'est notre propre gouvernement qui nous a mis dans la merde. Que ce soit une fois clairement dit, puis c'est comme ça pour tous les gouvernements d'Europe. Et surtout les Allemands, parce qu'alors ils sont doublement dans la merde. Quel formidable autogol que cette sanctionnite aiguë du monde occidental qui se prétend si vertueux lorsqu'il fustige l'infâme Poutine, mais qui ferme les yeux sur les exactions des ukronazis et le massacre des civils gazaouis par les anciennes victimes de la Shoah devenues tortionnaires.
Petit rappel en passant, lorsque les pays de l'OTAN ou de diverses coalitions occidentales ont violé le droit international en bombardant l'Irak, l'Afghanistan, la Serbie, la Syrie et la Libye, sans mandat de l'ONU, bien sûr, aucune sanction n'a été prononcée contre ces agresseurs. Je ne comprends pas ce deux poids deux mesures. Alors là, maintenant, c'est quand même éclatant. Là, je crois que le Sud global ne se fait plus aucune illusion sur la moralité de ce fameux Occident qui s'érigeait toujours en paragon de vertu. On peut conclure de tout cela que les sanctions économiques sont un moyen de pression imposé par le prétendu plus fort, il croyait être plus fort, ils ont perdu que j'ai pas le quand même, contre le plus faible qui se rebelle. C'est un moyen de coercition du plus fort contre le plus faible. Rien d'autre, ça n'a aucune base légale. C'est du chantage. C'est la mafia. C'est la mafia. Quand elle vient, puis tu dois payer pour la protection. Ben, c'est exactement ça. Elle constitue un acte de coercition violent qui, sans mandat de l'ONU, je le rappelle, est dépourvu de toute base juridique. Encore s'il y avait un mandat de l'ONU, mais là, il n'y a pas. Les smart sanctions, on ose appeler ça les smart. Smart, c'est rusé, intelligent. Rien d'intelligent de rusé là-dedans. Mais ça s'appelle les smart sanctions. C'est quoi? Par lesquels des individus sont expropriés de manière arbitraire et en contradiction avec les principes juridiques les plus élémentaires, sont particulièrement inquiétantes. Et c'est pour cela que la Suisse a sacrifié sa neutralité. Donc quand on confisque les bateaux de quelqu'un, quand on interdit de voyage, on attaque des individus juste parce qu'ils sont dans le mauvais club. Ils n'ont pas joué, ils sont sur le banc. On les sanctionne quand même. C'est incroyable. Pour un pays comme la Suisse qui cherche à développer ses relations multilatérales dans un monde de plus en plus multipolaire, la neutralité est d'une importance capitale. Le fait que notre pays ait clairement pris parti dans les bras de fer qui se jouent actuellement entre l'Ouest collectif et les BRICS pourrait bien se venger cruellement dans un avenir proche. Parce qu'après, il faudra aller discuter, quand la guerre se terminera. Parce qu'elle va se terminer un jour. Alors après, il faudra aller discuter. S'il fut facile pour les États-Unis d'écraser un pays comme l'Irak, c'est une autre paire de manches avec la Russie. Puissance nucléaire riche en matières premières et dotée d'une économie ultra résiliente, soutenue par la Chine, l'Inde, l'Iran, les non-alignés ainsi que toutes les anciennes victimes des États-Unis. D'autre part, les Saoudiens, alliés traditionnels des États-Unis, ont fait la paix avec l'Iran, l'ennemi juré d'Israël et de Washington. Et facturent désormais leur pétrole aux Chinois en yuan plutôt qu'en dollars. Alors ça, c'est extraordinaire quand tu as Blinken qui descend, je vois les Saoudiens qui disent « Écoute, si vous faites la paix avec Israël, on vous garantit votre sécurité. » Le gars d'en face, il fait « Mais elle n'est pas menacée. On est copains avec les Iraniens. Ah ouais, c'est les seuls qui nous menaçaient. Ah bah, on n'a plus besoin de vous. Non mais ils sont cons, ces Américains. Non mais des fois, quand il va chez Xi Jinping, puis il dit « Attendez, vous arrêtez de soutenir les Russes en Ukraine. » Il dit « Vous venez de donner 9 milliards à Taïwan pour acheter des armes contre nous, puis nous on doit... on s'est pas compris là. » Mais le culot, la bêtise. Non mais bref, on y va. Et c'est là que la Suisse gâche l'effervescence est partout, les fronts se déplacent et les conflits se durcissent. Et c'est là que la Suisse gâche sa chance historique d'intervenir en tant que médiatrice, en ayant de surcroît probablement misé sur le mauvais cheval. Moi, je pense qu'on a misé sur le mauvais cheval. Il y a vraiment des baffes qui se perdent. Placide et neutre selon sa nature, Bartleby ne se retournera pas dans sa tombe, mais il n'en pensera pas moins. I'd rather not. Voilà, je vous remercie de votre attention. Il y a peut-être encore un petit truc à dire. J'ai donc un roman qui sort actuellement à Paris. Malheureusement, je n'ai pas physiquement les heures et qu'aujourd'hui, ça aurait été idéal, mais bon. C'est une application du Great Reset de Klaus Schwab à la jungle africaine. C'est déjanté, c'est un ovni littéraire. Je me fous de la gueule du monde actuel. De la première à la dernière page, vous allez rire, vous allez marrer, parce que c'est pour une fois une dystopie joyeuse. Ça s'appelle une cacatopie, d'ailleurs. C'est raison. Alors, ce que j'ai pris par contre, pour ceux qui s'intéresseraient, il y a là le site, et on peut commander sur le site facilement. Il n'est pas encore en librairie actuellement, c'est seulement le 17 mai, mais il n'est pas encore en librairie. On n'a pas encore le 17. Quoi. Alors, ceux que ça intéresse, vous pouvez prendre ici, puis à l'occasion d'une rencontre, moi je vous le dédicacerai, mais je n'ai pas physiquement le bouquin. Puis sinon, j'ai encore sorti L'oreille aveugle, c'est l'histoire, ça a passé à la TSR, c'est l'histoire de Pierre-Yves Lhuillier, qui est né sourd-muet, qui va devenir aveugle parce qu'il a le syndrome d'Usher, il est autiste, enfin il a Asperger, et puis il a des problèmes d'équilibre, etc. Et le jour où on lui a dit qu'il allait perdre la vue, il a commencé à voyager. Il a fait depuis, je crois, il est bientôt à 3 millions de kilomètres. Il a fait 80 ou 85 pays dans cet état-là tout seul. Et j'en ai fait un roman. Puis derrière,
J'ai mis le nez dans le soleil parce que les Français ils aient aussi le bonheur de lire ce texte. Je pense que c'est ce que j'ai écrit de mieux dans ma vie. Donc je ne sais pas si vous avez vu une fois ce petit monologue où le petit-fils il parle de son grand-père, et la jeunesse qu'il a vécue avec son grand-père sur le bis de l'intime. Enfin, c'est un truc comme ça. Et je me suis dit ça va bien ensemble parce que là vous avez un type qui est prisonnier dans ses multiples handicaps, qui va aller vers le grand monde, vers le monde entier, vers le loin. Et puis là vous avez le Pépé qui fait venir le monde entier sur son petit lopin de bis. Donc vous avez exactement le mouvement contraire, donc ça se prêtait bien. Puis alors on a fait que ça comme ça, tac, là vous pouvez et puis après vous tournez, c'est comme ça. Bon là, on s'est dit un peu d'imagination, voilà. Bon, je crois que j'ai terminé. Éric Werner, de toute façon je vous le conseille, hein, c'est prendre le maquis avec Ernst Jünger. Excellent essai, comme tout ce qu'il écrit, Jünger. C'est celui qui écrit sur Antipresse de Slobodan. Et puis dimanche, il y aura un article sur l'histoire de la transition sexuelle là. J'ai écrit un article pour Antipresse, donc dimanche prochain dans Antipresse, vous pourrez lire cet article. Ah non, encore une dernière pub. Est-ce que vous connaissez ça? C'est un journal qui s'appelle CLV Magazine, ça veut dire Choisir la vie. C'est Olivier Dehaut, un ami qui fait ça. Je vous jure, les articles, ça vous ne trouvez nulle part ailleurs. Il y a un Stéphane Mercier, là, un philosophe, qui écrit chaque fois, qui est excellentissime. Et c'est tous des articles de fond fouillés. Et j'y ai participé ce coup-ci. Le titre de mon article, basé sur ce qu'il y aura chez Slobodan dans Antipresse, ça s'appelle « L'arc sans ciel ». On en arrive quand on veut prendre la place de Dieu. Voilà, non mais j'accapare toujours beaucoup. Merci beaucoup.